Imaginez une époque sombre où l'oppression coloniale côtoie des créatures cauchemardesques issues de légendes coréennes. Bienvenue dans La créature de Kyongsong, l'un des K-dramas les plus fascinants de ces dernières années. Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui je vous propose de plonger dans cet univers avec La créature de Kyongsong, une série coréenne absolument dingue dispo sur Netflix. Et que vous soyez déjà fan de la série ou que vous la découvriez ici, cette vidéo est faite pour vous. Cette série est, selon moi, l'illustration parfaite de ce que le cinéma coréen peut offrir de mieux en ce moment. On y retrouve une réalisation impeccable, des performances d'acteurs hallucinantes, mais surtout, et c'est pour moi le plus important, une vraie intention artistique derrière chaque choix. Alors j'avoue, j'avais raté l'occasion de parler de la première saison dès sa sortie en fin d'année dernière. Ceux qui étaient déjà là savent que le début d'année a été un peu compliqué niveau taf comme perso, mais avec la sortie de la saison 2 il y a déjà presque 2 semaines, impossible de passer à côté une nouvelle fois. Car La créature de Kyongsong c'est juste excellent, et je vais décortiquer point par point pourquoi cette série est si géniale. Bien sûr, je vais éviter au maximum les spoilers pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de se plonger dans l'univers. D'ailleurs, c'est pas souvent que je parle de drama coréen ici, même si j'en regarde de plus en plus, surtout sur Netflix où soyons honnêtes, ce sont souvent les productions coréennes qui sont les meilleures de la plateforme. Donc cette vidéo est aussi l'occasion de revenir sur cette vague coréenne qui envahit la pop culture depuis quelques années. Un peu comme ce que j'avais fait l'an dernier dans ma vidéo sur la Corée, ce nouvel Eldorado de la SF, et soyons francs, maintenant c'est presque du cinéma tout court. Drame, thriller, action bien testostéronée ou même horreur, ils se hissent au sommet et écrasent tout sur leur passage. Alors si vous aussi vous aimez les programmes coréens, dites-le moi en commentaire et on pourra leur donner plus de place sur la chaîne. D'ailleurs, je vous prépare déjà quelque chose pour le retour d'une série qui m'avait retourné le cerveau en saison 1. Pour en revenir à La créature de Kyongsong, la première saison était sortie en pleine période des fêtes, et vu qu'on était tous en mode coma diabétique, elle vous est peut-être, à vous aussi, passée sous le radar. Mais elle mérite clairement toute notre attention. La qualité était telle que je savais pas trop par où commencer pour en parler. Mais avec cette saison 2 qui prend un virage assez surprenant, l'occasion était trop belle. Du coup, sans plus attendre, c'est parti pour l'analyse de cette série brillante. Comme d'hab, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, likant et commentant si vous avez déjà vu cette pépite. Merci d'avance. La créature de Kyongsong se déroule pendant l'occupation japonaise de la Corée, dans les années 40. Cette période historique, marquée par l'oppression coloniale et les luttes pour l'indépendance coréenne, sert de toile de fond à une histoire intense mêlant éléments d'horreur, de fantastique et de suspense. L'intrigue suit des personnages qui se retrouvent face à des créatures surnaturelles, alors qu'ils tentent de survivre aux conditions difficiles imposées par le régime colonial japonais. Cette série utilise l'horreur pour explorer les tensions et les traumatismes de cette période, tout en introduisant un mystère captivant autour des origines de ces monstres. L'histoire commence avec Jang Tae-sang, le maître de la Maison des Trésors, un prêteur sur gage qui, en dépit de la dureté du contexte politique, continue d'espérer un avenir meilleur. Aux côtés de Yoon Cheok, une jeune femme déterminée à retrouver sa mère disparue, il découvre un complot au cœur d'actes atroces perpétrés dans un hôpital militaire japonais. Ensemble, ils découvriront aussi l'existence de créatures mystérieuses, les Najin, qui semblent liées aux expérimentations menées par les autorités japonaises. La série mêle ainsi une quête de vérité et une lutte pour la survie, tout en explorant les relations complexes entre les personnages principaux et les motivations personnelles. Ce mélange de suspense, d'éléments surnaturels et de drames historiques crée un récit captivant qui ne cesse d'évoluer au fil des saisons. L'intrigue se déroule donc à la fin de l'occupation japonaise, un moment charnière de l'histoire coréenne où le pays, sous domination étrangère depuis 1910, subit une répression sévère. Pendant cette période, le Japon impose une assimilation forcée, supprime l'enseignement de la langue et de la culture coréenne, et exploite les ressources du pays pour soutenir ses efforts militaires. En 1945, au moment où se situe la créature de Kyongsong, le Japon est en train de perdre la Seconde Guerre mondiale, et la Corée est un terrain de tension croissante. Cette période de déclin japonais amplifie aussi la brutalité des répressions et des expérimentations, ce que la série intègre habilement à travers des éléments de fantastique et d'horreur. Et là où c'est très intéressant, c'est que cette occupation japonaise de la Corée est rarement abordée dans les K-dramas, et la créature de Kyongsong en tire un immense parti en explorant les conséquences sociales et politiques de cette période. Car, encore aujourd'hui, ces exactions japonaises sont au cœur de certains débats entre la Corée et le Japon. La série utilise alors le fantastique et l'horreur pour offrir un commentaire sur les atrocités commises, notamment les expériences médicales, qui sont au centre de l'intrigue avec les créatures surnaturelles. Je trouve personnellement cet angle fascinant, ça apporte un éclairage nouveau sur une période douloureuse de l'histoire coréenne, tout en intégrant un sous-texte sociologique et humain fort. Notamment, elle rappelle les actions de l'unité 731, unité secrète de recherche militaire japonaise, qui a effectué des expérimentations biologiques sur des humains. Ces expériences incluaient des tests de résistance aux maladies et aux produits chimiques, des vivisections sur des prisonniers vivants et d'autres pratiques inhumaines. Dans la série, les créatures apparaissent donc comme un produit de la manipulation des scientifiques, servant de métaphore pour les atrocités réelles commises par les colonisateurs. Les Najin, ces parasites qui transforment leurs hôtes, que les protagonistes rencontrent à diverses reprises, sont potentiellement une métaphore des peurs et des traumatismes collectifs des Coréens sous l'occupation. En utilisant l'horreur, la série illustre comment l'oppression coloniale continue de hanter le peuple même après sa libération.
On pourrait même suggérer que ces créatures représentent la contamination de la culture et de la société coréenne par le colonialisme japonais, offrant là encore une lecture sociologique à la série. Mais ce contexte historique n'est pas seulement un cadre narratif, il influence profondément les personnages, leurs choix et les obstacles qu'ils doivent affronter. En plongeant le spectateur dans cette période sombre, la créature de Kyongsong utilise le fantastique pour souligner la lutte des Coréens contre l'oppression et les injustices de l'époque. La série mêle donc réalité historique et fiction surnaturelle pour créer une atmosphère unique où le passé et le mystère se croisent, offrant une relecture symbolique des luttes pour la liberté et la survie sous le joug colonial. En effet, qui dit série historique dit production design de qualité, enfin dans le meilleur des cas. Et là, clairement la série excelle dans la reconstitution historique des années 40 en Corée, sous l'occupation japonaise, un cadre rarement exploré en profondeur dans les K-dramas. La direction artistique met un point d'honneur à recréer des décors fidèles, avec des bâtiments, des rues et des intérieurs typiques de cette période. On a par exemple cette petite rue tellement charmante et pleine de vie à toute heure, ou la maison des trésors qui est superbe, tous sont magnifiques ou très efficaces, tout comme avec l'horreur palpable de l'hôpital. Les costumes sont aussi minutieusement travaillés, reflétant les tenues des différentes classes sociales, des vêtements élégants de l'élite japonaise aux habits modestes de la population coréenne, chacun met les personnages merveilleusement en valeur. Notamment nos deux protagonistes principaux qui ont un charme fou en toutes circonstances, que ce soit vêtus des dernières fringues à la mode ou de guenilles. Ces choix visuels renforcent évidemment l'immersion, plaçant le spectateur au cœur d'une époque marquée par des tensions politiques et sociales, avec un petit je ne sais quoi de vintage et de très classe. De plus, cette atmosphère intemporelle, très évocatrice, va de pair avec une mise en scène pleine de douceur. Les plans sont choisis minutieusement et ils sont souvent très beaux et efficaces, mais aussi avec un rythme assez unique, souvent très lent, mais pas chiant. La série prend son temps pour mettre en place ses personnages et son, voire même ses intrigues. L'histoire met du temps à vraiment montrer ses secrets, et c'est pour le mieux, le mystère reste fascinant de bout en bout, car chaque nouvelle révélation soulève d'autres questions. Et en cela, la série a fait un excellent taf, son intrigue est prenante, palpitante, et on veut toujours en savoir plus. Et ce côté très mélancolique et contemplatif a notamment créé des moments de véritable magie entre les comédiens, notamment avec nos deux héros intrépides et maudits. En effet, le casting est monstrueux lui aussi et nous a offert des personnages extrêmement crédibles, du figurant tireur de pouce-pouce aux employés de la Maison des Trésors. Tous sont extrêmement crédibles, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et encore une fois, ça aussi, ça fait partie du véritable soin apporté à une œuvre cinématographique. Tous les éléments du casting sont importants, et surtout ils doivent apporter quelque chose à l'œuvre, et non pas simplement cocher des cases ou contenter un producteur car il veut sauter telle ou telle figurante. Ici, on a réellement la qualité du travail qui est mise avant le reste, et pourtant, on est quand même sur Netflix. Ce qui veut bien dire qu'il est possible de dire non à l'agenda politique. Mais bref, une ambiance et une technique au top, comme ça c'est clair. Techniquement, c'est de la bombe. Et puis certes, le rythme pourrait en rebuter plus d'un, ceux qui veulent vraiment voir du monstre et de la bagarre, car oui, il y a aussi de très bonnes bagarres dans cette série, et donc ceux qui voudraient de l'action et des réponses pourraient être un peu frustrés. Mais en vrai, tout est dans le rythme avec cette saison. Et puis cette romance, même si on n'est pas trop dans le trip histoire à l'eau de rose à la coréenne, ben là, c'est magnifique. Tout est fait pour qu'on s'attache aux personnages, à leur destin, et on en vient même à se demander si les auteurs ne détestent pas l'amour. Ou alors c'est peut-être même les Coréens, car il n'y a jamais vraiment beaucoup de démonstrations d'amour dans leur drama. Et souvent, chez eux, l'amour c'est pas très simple. Mais blague à part, tout ceci, le rythme et la poésie changent ensuite très vite en saison 2, car en effet, micro-spoiler, on se retrouve en 2024. Et même si de nombreux décors ont été réutilisés de façon très habile, pour ce qui est de la structure de la série, sa construction, j'ai vraiment cru qu'on n'était plus du tout sur le même programme. Le rythme était freiné dès les premières secondes, même si ça se calme vaguement juste après, la série a vraiment passé la 4ème vitesse pour la seconde saison. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est les changements techniques. On est passé à un montage bien plus cut, bien plus rapide, comme un film d'action moderne. Ou encore, on a troqué la caméra fixe ou avec des mouvements très fluides pour presque exclusivement de la caméra à l'épaule, qui du coup bouge tout le temps et parfois même un peu trop durant les séquences d'action. Donc j'ignore si c'est pour injecter de la modernité à la réalisation, pour faire comprendre qu'on n'est plus dans les années 40, ou si c'est à cause d'un changement d'équipe qui a tout bouleversé, mais on n'est vraiment plus sur le même produit. Et là, je dis produit car je parle de l'objet cinématographique, car clairement ce serait une insulte que de mettre la créature de Kyongsong au même niveau que de véritables franchises produits. Et toujours sur la technique, un élément clé c'est bien sûr les créatures, c'est dans le titre après tout. Et ces créatures de la série, loin d'être de simples monstres, s'inspirent tout d'abord du folklore coréen, comme le Dokaebi, une sorte d'esprit ou de gobelin de la mythologie coréenne, et même des légendes urbaines de l'époque. En Corée, de nombreuses légendes urbaines modernes parlent de créatures ou de fantômes hantant des lieux précis, comme des hôpitaux abandonnés ou des tunnels souterrains. Ces histoires qui se sont développées au XXe siècle reflètent les peurs sociales et psychologiques d'une époque marquée par la guerre et la reconstruction. En ancrant ces créatures dans un contexte historique et culturel spécifique, la série crée un lien symbolique fort entre les peurs et les angoisses de l'époque. Elles incarnent les traumatismes de l'occupation japonaise, comme les expérimentations médicales et les abus de pouvoir, et elles représentent donc les cicatrices laissées par la colonisation, illustrant comment le passé continue d'hanter les personnages et plus généralement le peuple coréen.
Ainsi, le design des créatures se devait d'être à la hauteur. Et c'est le cas, effrayante, mais ça passe, un peu dégueu, mais ça passe, et surtout très violente et source des nombreuses scènes gore de la série, car à ce niveau-là aussi, on est servi. Et donc son design est vraiment bien, même si, ok, on peut effectivement dire que parfois c'est pas dingue sur certains aspects techniques. Sauf qu'inversement, on a certaines séquences qui mettent en jeu les créatures et qui sont somptueuses. Pas seulement pour leur CGI, mais pour leur mise en scène et même leur symbolique. Comme la scène où l'une des créatures nous fait un jeu s'appelle Groot, qui a un poids émotionnel très puissant. Leur apparence grotesque et menaçante, combinée à des effets spéciaux souvent réussis, même si pas toujours parfaits, ok, amplifie l'horreur psychologique de la série. Cependant, certaines séquences manquent un peu de finesse technique, soulignant des effets parfois imparfaits qui rompent avec le réalisme soigneusement établi. Mais en vrai, osef. Et je dirais qu'ici, c'est peut-être le plus gros point faible de cette série. Même si la saison 2 fait une belle remontée techniquement avec les monstres en total CG. Bien que cette fois, c'est peut-être les transformations partielles qui penchent un peu dans la deuxième partie. Ils ont choisi de faire apparaître des sortes de veines noires, ou des rides, allez savoir car c'est jamais très clair, et il m'a fallu un moment pour comprendre ce que c'était. Au départ, j'ai simplement cru que c'était du sang sur leur visage. Mais la saison 2 a aussi opté pour des créatures hybrides qui ne changent pas complètement, réduisant les risques de devoir faire des effets trop exigeants. L'ambiance générale de la série, quant à elle, s'appuie sur un travail soigné de la lumière, des couleurs et des textures. On pourrait presque dire que les teintes sombres et les jeux de lumière créent une atmosphère oppressante qui reflète l'état de tension constante et de surveillance durant l'occupation japonaise. Le contraste entre les intérieurs sombres et les rues éclairées par des néons japonais accentue cette dualité entre l'autorité coloniale et la résistance coréenne. En ce qui concerne la bande-son, la série utilise un mélange de compositions orchestrales classiques et des sons dissonants pour renforcer le sentiment d'angoisse. Et ça, c'est toujours top. Cependant, certains choix musicaux, comme l'ajout d'une chanson pop contemporaine à la fin d'un épisode, avaient été critiqués par les spectateurs pour leur décalage avec le cadre historique. Et là, j'avoue que je les comprends. Ce choix casse un peu l'immersion, rappelant au public qu'il s'agit d'une production moderne. Et cela a été vu par certains comme une tentative forcée de moderniser l'ambiance, risquant de compromettre l'authenticité de la reconstitution historique. Puis c'était surtout un bon moyen de placer un morceau de K-pop. Mais encore une fois, lorsqu'on passe réellement dans l'ère actuelle en saison 2, la série met un gros coup de modernité qui lui, pour le coup, pourra en déstabiliser plus d'un. Cependant, là où la série se distingue à merveille des autres productions, c'est qu'elle réussit à mélanger plusieurs genres. L'horreur, le fantastique et le drame historique, sur fond, en plus d'une romance très bien écrite. Cet équilibre permet d'aborder des thèmes profonds tout en maintenant un niveau de suspense très élevé. L'horreur est subtilement utilisée pour évoquer les réalités sombres de l'occupation japonaise tout en rappelant les contes et les croyances traditionnelles. Ce choix renforce là encore la critique sociale sous-jacente, montrant comment la colonisation a engendré de véritables monstres dans la société coréenne et japonaise. On est déjà nombreux à avoir été séduits par cette combinaison, pour sa profondeur, expliquant que l'intégration de l'horreur et du fantastique permet de transcender le simple cadre historique et de toucher aux peurs universelles liées à la perte de l'identité et de la liberté. En revanche, d'autres pourraient trouver que cette combinaison de genres peut nuire au rythme. Certaines scènes se prolongent peut-être trop longtemps sans faire avancer l'intrigue. Et il est vrai que le format d'1 heure par épisode peut parfois créer des longueurs, affaiblissant l'intensité dramatique. Mais dans le fond, c'est pour le mieux, afin que l'histoire soit cohérente, crédible et donc de qualité. La série réussit donc globalement à utiliser ses décors, ses créatures et son mélange de genres pour créer une immersion puissante, même si certains choix artistiques ou techniques, comme le traitement sonore, peuvent diviser parfois. Mais en plus de la qualité technique et artistique évoquée précédemment, que serait une grande série sans une bonne histoire et surtout de bons personnages? J'ai déjà rapidement parlé du casting qui est excellent, mais l'écriture des personnages dans la créature de Kyung-song est un autre aspect qui renforce la richesse de la série. Ils ne se contentent pas de jouer des rôles standards, ils explorent en profondeur les dilemmes individuels et collectifs face à l'oppression coloniale et la monstruosité, tout en restant ancrés dans une réalité humaine, historique et sociale complexe. Leur développement est un pilier central de la série, évidemment, illustrant des thèmes de lutte identitaire, de résistance et de rédemption. Jang Tae-sang est le personnage principal, un prêteur sur gage qui s'enrichit sur le dos de ses concitoyens en ces temps troublés. Dès le début, c'est un personnage marqué par les traumatismes de l'occupation japonaise. Au départ cynique et préoccupé par sa propre survie, presque égoïste, il se transforme progressivement au contact de Cheok et lorsqu'il découvre les liens entre les disparitions et les expérimentations japonaises. Il incarne alors la résilience et la lutte morale d'un homme tiraillé entre son passé et sa quête de justice, devenant peu à peu un symbole de résistance un peu malgré lui. Yoon Cheok, la jeune enquêtrice indépendante, est un personnage féminin fort, charismatique et, avouons-le, vraiment magnifique. Motivée par la recherche de sa mère disparue, elle représente une figure de résistance féminine. À travers ses découvertes sur les expériences japonaises et son association avec Tae-sang, elle évolue d'une quête individuelle à une mission collective. La dynamique complexe entre ces deux personnages principaux est l'un des moteurs de l'intrigue. Chacun apporte charme, humour, tendresse et une bonne dose de charisme à l'histoire. On retrouve des séquences de combat géniales, très crédibles comme toujours en Corée, et des regards échangés d'une puissance folle. Leur alliance fragile devient alors cruciale face aux dangers surnaturels et politiques qu'ils affrontent, allant même jusqu'à symboliser une figure dramatique de l'amour maudit.
Leurs interactions sont teintées d'attirance et de conflit pour ensuite mener à un amour puissant, mais empreint de tragédie. Leur relation, au fil des 2 saisons, est autant teintée de beauté et de douceur que d'amertume et de malheur. On a tout de même droit à un baiser en fin de première saison, un moment très attendu comme une sorte de récompense, mais rien de plus, même en saison 2, car la Corée reste encore très prude sur ce terrain. De plus, la série nous présente Taesang et Cheok comme des archétypes de personnages liés par le destin. Tous deux ont perdu leur mère à cause de l'occupant japonais et cela les rapproche malgré leurs différences. Leur collaboration, au départ motivée par des intérêts personnels, se transforme ensuite en une quête commune lorsqu'ils découvrent que tout mène au sinistre hôpital japonais. Et les personnages secondaires ajoutent eux aussi une couche de complexité et de qualité à la série. Le père de Cheok, par exemple, incarne la génération coréenne piégée par le colonialisme, souvent contrainte de dissimuler des vérités pour protéger sa famille. Sa relation poignante avec sa fille pousse cette dernière à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'oppresseur. Lady Maeda, de son côté, l'épouse froide et calculatrice du chef de la police, issue d'une grande famille japonaise, est également un personnage brillant, et même horriblement brillant. Elle symbolise l'élite japonaise en Corée, mais aussi l'un des véritables monstres de la série. À travers ses manipulations, elle va notamment révéler les tensions internes de ceux qui détiennent le pouvoir en territoire occupé, tout en illustrant le vide moral de certains. Ses interactions avec Young Taesang sont mémorables, entre désirs non réciproques, méfiance et, à la fin de la saison, des dialogues magistraux sur la valeur de la vie humaine, la tolérance et même le pardon. Ou encore, et clairement le pire, le vrai monstre de la série, le lieutenant Kato, avec ses lunettes de méchant japonais, et du coup, j'ai pas besoin d'en dire plus. Bref, un casting excellent, et c'est presque dommage que les japonais ne soient pas incarnés par des acteurs japonais, même si je comprends évidemment pourquoi ils n'auraient pas forcément envie de jouer ces rôles. Ce serait presque assumer les fautes de leur nation. Mais enfin, j'en arrive à mes chouchous, les employés de la Maison des Trésors, qui apportent une dimension humaine et quotidienne à l'univers de la série. Ces personnages ordinaires luttent pour survivre, mais finissent par s'impliquer dans les événements. Ils incarnent la résistance discrète et offrent des moments de légèreté et d'humour, contrebalançant le ton sombre de la série. Notamment les 2 vieux dont j'ai oublié le nom qui sont géniaux. En même temps, tous ces noms coréens c'est trop compliqué pour moi. Ils sont drôles et attachants, au passé douloureux et apportent un équilibre entre comédie et drame. Madame je ne sais plus comment, qui veille sur Taesang comme une mère, au cœur d'or mais à la main de fer pour gérer les affaires, et qui partage pourtant un lourd passé avec son fils de cœur, apportant alors une notion de pardon et de résilience à la série. Thématique que j'ai perso adorée, là où ça aurait pu être un peu gnangnan ailleurs, ici c'était émouvant, touchant et même parfois drôle. Tout comme avec lui, qui passe de rigolo de service peureux, avec même le surjeu un peu à la coréenne, à allié fidèle et sans faille. Et donc 2 personnages secondaires pourtant aussi complexes que nos héros, qui apportent eux aussi leur dose de légèreté ou de drame, et dont la relation fusionnelle et respectueuse pour le héros en font des personnages très attachants, tout comme tellement d'autres qu'on a adorés ou détestés tout au long de ces épisodes. Donc cette série, comme beaucoup d'autres productions coréennes, se distingue par l'écriture riche, complexe et cohérente de tous ses personnages, des héros aux persos de passage. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. La série utilise leur trajectoire pour explorer des dilemmes moraux profonds, offrant une réflexion nuancée sur le contexte historique, en plus d'un spectacle visuel à couper le souffle. Voilà, la créature de Kyongsong c'est tout simplement une pépite. C'est la preuve que l'industrie coréenne continue de monter en puissance et de proposer des œuvres de qualité qui explosent les standards occidentaux. La série réussit le pari fou de mélanger l'histoire, le fantastique et l'horreur tout en nous offrant des personnages ultra attachants et nuancés. Elle ne se contente pas de nous divertir, elle nous embarque dans une réflexion profonde sur des thèmes universels comme la peur, la résistance et l'identité. Visuellement, on a droit à une immersion totale dans la Corée sous occupation japonaise, avec une précision historique et une authenticité qui semblent plutôt efficaces. Les créateurs n'ont pas peur de plonger dans des sujets lourds avec une grande sensibilité. Tout ça associé à une mise en scène léchée, une tension palpable et des combats chorégraphiés comme seul le cinéma coréen sait le faire, et sans oublier cette romance bien dosée qui nourrit le récit et nous tient en haleine jusqu'au bout. Bref, entre les frissons, les larmes, les rires et les moments de pur suspense, la créature de Kyongsong nous offre un spectacle total, tout en gardant une profondeur rare. Et pour notre plus grand bonheur, la saison 2 laisse les ouvertures pour la saison 3, qui promet d'être aussi, si ce n'est plus, spectaculaire. Car on a encore tellement de questions. Où tout ça va nous mener? Est-ce qu'on va encore creuser les thèmes de l'identité et de la résistance, qui sont un peu dilués dans la saison 2? Et est-ce que la romance entre nos héros va se transformer, s'épanouir ou encore se compliquer? Et là, c'est à vous de jouer. Quelles sont vos théories pour la suite? Qu'avez-vous pensé de cette saison 2? Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et croyez-moi, si la saison 3 arrive, on va en parler dans les temps. Et pas qu'un peu. Merci à tous pour votre soutien et à très vite sur Anakaland. Bye!